Sud Radio, la grande soirée des présidentielles, Philippe David. Second débat avec les vraies voix de la présidentielle. Bonsoir Caroline Pilastre qui vient de nous rejoindre. Ah mais le micro n'est pas ouvert. Ah c'est fait, il est ouvert. C'est bonsoir bon. Philippe, bonsoir à tous. On a fait notre premier débat, je vous le rappelle, sur Marine Le Pen peut-elle battre Emmanuel Macron. Le second, on commence tout de suite. Éric Zemmour, Valérie Pécresse, Anne Hidalgo peuvent-ils se remettre de cet échec? Vous êtes 68,4% à dire non sur Twitter. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Première question, tiens, on va commencer avec vous, Caroline Pilastre. Anne Hidalgo est aux alentours de 1,7%. Il y a 10 ans, quasiment jour pour jour, à un mois près, François Hollande était élu. Comment est-ce que vous expliquez cette chute vertigineuse d'un parti qui faisait près de 52% des voix il y a 10 ans pour finir à moins de 2 aujourd'hui? C'est la cata totale pour le PS, mais comme pour les LR, soyons honnêtes. Moi, je suis assez parlera des LR après. Pardon. Mais pour Hidalgo, elle a fait une mauvaise campagne. Et puis, on ne sait pas où elle se positionnait. Parce qu'elle tapait sur Macron régulièrement, sur l'extrême droite aussi. Elle potentiellement était prête à s'acoquiner parfois avec Mélenchon. Donc, en fin de compte, je ne sais pas quel est réellement le programme de Madame Hidalgo. Qu'est-ce qu'elle a proposé? Et elle n'a pas impacté, elle n'a pas incarné du tout au sein de cette campagne. Quand on voit les sondages, même s'il y a eu quelques erreurs, mais à l'arrivée, bon, elle n'a jamais dépassé les 2%. Donc je pense que c'était une très mauvaise... Elle est montée à 2,5, pardon. 2,5, d'accord, mais là, elle se retrouve vraiment sous le niveau de la mer. Donc ce qui est dommageable, c'est pour le Parti socialiste. Ils vont mettre des années avant de revenir au pouvoir. Parce que là, c'est vraiment une crise. On parle des éléphants, mais là, ils sont tous enterrés. Il n'y a plus personne pour les sauver. Adrienne Breton, c'était avec nous de la Fondation Jean Jaurès. Bonsoir Adrienne Breton. Bonsoir. On peut dire que l'eau a coulé sous les ponts entre 2012 et 2022. En 10 ans, le PS passe de 51, quelque chose pour cent, 51,8 pour François Hollande aux alentours de 1,7 aujourd'hui avec Anne Hidalgo. Comment est-ce qu'on peut autant s'effondrer en 10 ans? C'est clairement une défaite historique et ça nécessite une véritable réflexion à gauche sur les personnes, mais pas que. Moi, je pense qu'il y a une réflexion de fond à avoir sur le projet de société, la vision qu'on offre aux Français et peut-être même sur le parti en tant que tel. Quand on parle de social-démocratie, est-ce que c'est encore un terme qui parle aux Français? Est-ce qu'on sait ce que ça veut dire? Est-ce qu'on arrive tous à comprendre quelle est la vision de société que ça porte? Moi, je pense qu'il y a vraiment un travail de fond à avoir sur le projet de société que porte la gauche, au-delà même des questions de personnes. Mais après, ne nous leurrons pas, le fait d'avoir les extrêmes à 47% au premier tour et tous les partis autres que En Marche à des scores minuscules, c'est pas une bonne nouvelle pour la démocratie. C'est pas une bonne nouvelle pour le débat démocratique. Donc moi, je suis extrêmement triste qu'aujourd'hui, il n'y ait pas une gauche en capacité de construire un contre-discours face à Emmanuel Macron et de proposer des choses. Et quand je dis contre-discours, ça ne veut pas dire s'opposer bêtement sur tout. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses dans le programme d'Emmanuel Macron aujourd'hui qui sont des éléments de droite auxquels une gauche classique doit pouvoir s'opposer. Donc je suis extrêmement triste et je pense que c'est pas bon pour la démocratie qu'il n'y ait pas de gauche, disons, modérée pour dialoguer et pour s'opposer à l'Assemblée, en partie au gouvernement d'Emmanuel Macron. Mais de la même façon, je suis atterrée qu'il n'y ait plus non plus de droite républicaine. Cette situation, on va en parler après de duopole. Cette situation de duopole avec Emmanuel Macron d'un côté et l'ex-extrême de l'autre, c'est malheureusement pas une bonne nouvelle pour la démocratie. Donc il y a un vrai besoin de reconstruction à gauche et de reconstruction des fondamentaux, c'est-à-dire quelle est la vision de société qu'on porte et qui n'est pas la même que celle que porte effectivement Mélenchon. Pascal Jalabert, ensuite. Hidalgo n'a pas réussi à le faire comprendre et à le faire percevoir par les électeurs. Mais on doit pouvoir faire émerger une vision de gauche alternative à la fois à celle de Macron qui est extrêmement libérale, avec une retraite à 65 ans, un RSA contre des heures de travail, et qui s'oppose également sur la laïcité à Jean-Luc Mélenchon.
Oui. Pascal Jalabert. Et ensuite Philippe Bilger, on le prendra en dernier parce que c'est le plus à gauche des vraies voix ce soir. Voilà, non, voilà. Je revendique. Mais bien sûr. Mais voilà, peut-être. Non, simplement, la gauche avait en effet un espace politique pour les raisons qui viennent d'être dites. La retraite à 65 ans, la politique très libérale menée par Emmanuel Macron. Mais il y a 3 responsabilités fortes dans cette défaite. La première, c'est que le Parti socialiste n'a pas travaillé. Les écologistes non plus à bâtir un vrai programme pour expliquer qu'aujourd'hui on peut faire de la social écologie, ce qui se fait d'ailleurs dans les régions, ce qui se fait dans les villes, en restant ferme sur les valeurs de laïcité, de république, de sécurité. Donc ce travail n'a pas été fait. Deuxième responsabilité, François Hollande et les éléphants dans tous les autres pays. Zapatero en Espagne, Gordon Brown en Angleterre, Gerhard Schröder, je prends que ceux de gauche, en Allemagne. Dès qu'ils ont été battus, au revoir et merci, on fait autre chose que la politique. En France, ils reviennent, ils sont toujours là. Donc responsabilité des perdants de 2012, responsabilité de parti qui n'a pas travaillé et responsabilité de la candidate qui a manqué son campagne, et le fait qu'elle soit maire de Paris étiquetée anti-voiture, ça l'a plombé beaucoup au départ. La parole est au leader maximo des vraies voix, Philippe Bilger. Je vous rejoins, Pascal, sur le fait que la tradition française veut que ceux qui ont perdu ou fait perdre leur camp demeurent tranquillement dans le paysage politique. Ils ne sont jamais sanctionnés. Mais deuxième élément à propos de ce que vient de dire Adrienne, que je suis heureux d'écouter à nouveau d'ailleurs, c'est le fait que, au fond, ce premier tour, me semble-t-il, a poursuivi un mouvement qui avait commencé en 2017. Il a achevé quasiment les partis traditionnels, le Parti socialiste, c'est clair, et peut-être les Républicains qui sont moribonds. J'espère qu'ils auront encore peut-être un souffle de vie demain ou après-demain et que rien n'est absolument désespéré. Mais je ne suis pas objectif dans ce domaine. Mais justement, est-ce que la vraie question, c'est que le PS n'a jamais tiré les conséquences du quinquennat Hollande? Caroline Pilastre. Oui, mais j'ai envie de te dire, comme les autres partis aussi, il n'y a pas d'introspection. J'allais poser la question plus tard pour Pécresse du quinquennat Sarkozy. C'est pas grave, allez-y. Avec l'affaire Fillon, ça a été plus ou moins la même chose. Et on se rend compte que les grands partis républicains sont vraiment dans une situation désastreuse. Mais soyons honnêtes, qu'on ait cette sensibilité ou pas, ils l'ont bien cherché, quoi qu'il en soit. Parce que ne pas se remettre en question, ne pas voir ce qui se passe dans ce pays, avec les questions d'insécurité, d'immigration, du climat, du pouvoir d'achat. Pardonnez-moi, mais on n'en est plus, à mon avis, à parler des extrêmes. Voilà, moi je trouve que c'est une énorme erreur que font beaucoup d'observateurs, médiatiques, politiques. Ça a été la grosse erreur, en fait, pour cette campagne et les précédentes. Romain Ben David veut réagir, parce que je vous ai vu, comme on dit, dodeliné, comme disait Michael Lonsdal à Louis de Funès dans Hibernatus. Le micro n'est pas ouvert. Lucille, là, c'est bon. Je pense que vous avez raison. Si on reprend nos enquêtes, on n'est plus sur une configuration contre les extrêmes, le front républicain. On a une Marine Le Pen qui s'est extrêmement recentrée sur beaucoup de choses. D'abord, elle est beaucoup moins diabolisée qu'elle l'était. Il y a l'effet paratonnerre d'Éric Zemmour, mais il y a aussi tout son rapprochement avec les valeurs de la démocratie, à tel point qu'elle les respecte presque aujourd'hui plus, selon les électeurs, qu'Emmanuel Macron. Et puis, il y a sa crédibilité. Souvenons-nous du débat, il y a 5 ans, qui avait été complètement raté. Là, sur le pouvoir d'achat, qui est revenu en fulgurance à la fin de la campagne, dès le début, elle centre sa campagne là-dessus. Et c'est ce qui fait qu'à un moment, elle va dépasser Éric Zemmour, alors qu'il était presque devant à un moment. Il était au second tour à un moment. Marine Le Pen a toujours été sur le 23 février, il était à 16% sur le rolling IFOP fiduciaire pour Sud Radio. Quand Éric Zemmour est sur le grand remplacement, Marine Le Pen est sur le grand déclassement. Et c'est aujourd'hui, je pense, le principal clivage, alors qu'il y a 5 ans, on était sur l'Europe, la mondialisation entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Là, c'est la peur du déclassement, ce qui explique que notre pays est extrêmement fracturé. Et ça, Marine Le Pen, qui mène une campagne à bas bruit depuis 6 mois, l'a expliqué depuis le début. Et elle s'est vraiment, gauchisée. Son programme est assez social. Beaucoup de personnes le perçoivent comme celui-là. Mais son électorat est un électorat de gauche classique. Exactement. Et puis elle a travaillé ses dossiers par rapport à 2017. Évidemment, c'était une revanche suite au débat calamiteux qu'elle a eu face à Macron. Donc évidemment, pour elle, c'était très important de réussir cette campagne. Et pour moi, elle l'a réussi. Qu'on soit une fois de plus de sa sensibilité ou non. Moi, je vais vous donner un exemple. Vous savez, à Sud Radio, que je défends la question du handicap. Eh bien, comme d'habitude, j'ai compris
comparer, sans jeu de mots à l'aveugle, les différents programmes, eh bien les meilleurs étaient ceux de Mélenchon, ceux de Marine Le Pen, ceux de Jean Lassalle et de Zemmour. C'est un fait, c'est comme ça. Donc il y a un moment donné, je pense que les électeurs aussi votent pour une thématique plus maintenant que pour une incarnation de personnalité. Justement, Adrienne Breton, vous avez entendu Caroline Pilastre et Romain Ben David. Est-ce qu'aujourd'hui, le Parti socialiste, il n'a pas ce qu'il mérite, puisque quelque part, si on regarde ce qu'il fait depuis quelques années, c'est plus parler aux classes populaires. D'ailleurs, c'était un oukase de Terra Nova il y a quelques années, pour parler d'écriture inclusive, ce qui n'intéresse pas fondamentalement le peuple. C'est quand même un petit peu caricatural, si je peux me permettre. Non, c'est jamais mon genre. Non, mais le rapport de Terra Nova, maintenant, il y a plus de 10 ans, hein, donc ça date quand même. L'écriture inclusive, ces sujets-là ne sont pas non plus beaucoup portés par le PS. Hein, c'est plutôt la France insoumise ou une partie des Verts. J'ai vu pas mal de gens du PS qui tweetaient en écriture inclusive, oui, j'en ai vu. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas non plus les porte-étendards de ces sujets-là. Et par ailleurs, le programme d'Hidalgo avait quand même un certain nombre de mesures très à gauche et très sociales, que ce soit sur la revalorisation du SMIC, que ce soit sur l'augmentation du salaire des enseignants. Mais moi, je pense que le problème, c'est peut-être une perte de crédibilité du Parti socialiste sur ces mesures-là. Il y a des mesures qui sont portées par Anne Hidalgo, qui sont aussi portées par une partie de l'extrême gauche et une partie de l'extrême droite sur la revalorisation des salaires. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, l'extrême droite ou l'extrême gauche sont plus crédibles auprès de l'électorat populaire sur ces mesures spécifiques. Donc je pense qu'il y a un sujet de recrédibilisation de la gauche qui passe aussi par le fait d'avoir un discours cohérent et une vision cohérente d'ensemble. Et c'est vrai que Marine Le Pen a réussi, après des années, à construire une vision de société cohérente, que je ne partage pas sur beaucoup de points, mais elle a réussi, à force de marteler son message, par imprimer. Aujourd'hui, le Parti socialiste, effectivement, pendant 5 ans, a travaillé sur un programme mais qui n'était pas très visible, qui n'était pas très tranchant. Et par ailleurs, le Parti socialiste a toujours cette difficulté, après le quinquennat de Hollande, à choisir entre, disons, les socialistes frondeurs et les socialistes plus proches de la tendance hollandiste. Et donc, il y a cet écart permanent entre des socialistes qui sont à la gauche de la gauche, et qui finalement se disent tant qu'à faire, allons chez Mélenchon, et un électorat qui finalement est plus centriste et se retrouve chez Macron. La synthèse, aujourd'hui, le PS n'a pas réussi à la faire, contrairement à ce qu'avait réussi à faire François Hollande, pour le coup, quand il était premier secrétaire. François Hollande, il a fait la synthèse grâce à Nicolas Sarkozy. Hein. Il a quand même été élu sur... Le rejet de Sarkozy. L'anti-sarkozysme primaire. Voilà, il aurait pu aussi mais derrière, par la gauche de la gauche. Ça n'a pas été le cas. Mais comme Macron avec Fillon, dans ces cas-là. Il aurait pu avoir un vote contre mais après, Macron, il avait 5 ans... qui est positionné à gauche. Oui, mais il avait 5 ans pour gouverner et faire justement cette synthèse dans les actes, ce qu'il n'a pas fait. Voilà, ça, là, vous avez raison, il n'a pas réussi cette synthèse. Oui, mais la conclusion de ça, la conséquence notamment de la politique des frondeurs, c'est qu'une partie de l'électorat de gauche s'est retrouvée enfermée chez Macron. Et je pense que de la même façon, une partie de l'électorat de Mélenchon n'est pas un électorat LFI. Je pense qu'une bonne partie de ceux qui ont voté Mélenchon aujourd'hui ne sont pas des gens qui sont à l'aise avec le discours indigéniste de Mélenchon, qui ne sont pas à l'aise avec ses positions sur la laïcité ou même sur la Russie, mais qui ont voté parce qu'ils voulaient envoyer un message à gauche. Et donc, ils ont considéré que Mélenchon était le vote utile à gauche. Donc, autrement dit, il y a des électeurs de gauche qui sont perdus en partie chez Mélenchon, en partie chez Macron. Il y a besoin, pour les réunir, de reproposer un vrai projet de société, un projet qui soit porteur. Romain Ben David veut donner un élément, parce que lui, vous avez toute l'encyclopédie de la politique française depuis la présidentielle de 65, et Philippe Bilger ensuite. Alors juste, non, sur les dernières heures en tout cas, ce clivage au second tour va se jouer énormément entre l'aspect social et l'aspect beaucoup plus statutaire chez Emmanuel Macron. Quand on regarde aujourd'hui les déterminants du vote, on a 65% de l'électorat de Marine Le Pen qui a fait son choix en fonction des prix des carburants et de l'augmentation des prix de carburant et de l'énergie. Quand on regarde à l'inverse l'électorat d'Emmanuel Macron, 80% se sont décidés en fonction du bilan Covid et de la guerre en Ukraine. Donc on a vraiment l'idée du président d'un côté qui protège, qui dans période de crise, et de l'autre une personne qui est proche des préoccupations des Français. Philippe Bilger.
Justement, je me demande, en poursuivant le propos qui vient d'être proféré, est-ce que dans la mesure où, pour un second tour, on peut dire qu'on recommence véritablement une élection? C'est un duo au lieu d'être une pluralité de 12, mais est-ce qu'on peut considérer que la posture tutélaire qui a servi à Emmanuel Macron avant le premier tour risque, ne jouera plus, à votre avis? Est-ce qu'il redevient en quelque sorte un candidat quasiment tout neuf qui devra faire ses preuves, ou est-ce qu'il pourra encore bénéficier de cette structure tutélaire qui lui a permis de faire un bon score? Il peut bénéficier de cette structure tutélaire parce qu'il a gagné une bataille fondamentale par rapport à LR. On en a peu parlé par rapport à Valérie Pécresse, c'est la bataille des retraités. Oui. Emmanuel Macron devance largement Valérie Pécresse sur ces domaines. Or, les personnes retraitées sont les plus inquiètes par rapport au Covid et ont plus de recul pour analyser les conséquences d'une guerre, et ont un réflexe d'aller vers la personne qui jusque-là fait le job. Est en place. Voilà, ouais. Donc Emmanuel Macron a gagné la bataille des retraités. Pour l'instant, et vraiment pour l'instant, il perd en revanche la bataille du social et la bataille de la proximité par rapport à Marine Le Pen. Donc c'est entre les deux que ça peut se jouer. Pascal Jalabert. Confirmation, on regarde les scores d'Emmanuel Macron dans les territoires. Il est nettement en tête dans les territoires qui vont bien. On peut dire ça, et aussi dans ceux qui sont peuplés par beaucoup de retraités. En revanche, il est en difficulté dans les territoires qui malheureusement vont moins bien, où les problèmes de pouvoir d'achat, de chômage sont plus importants, et il est également quand même en difficulté chez les jeunes. Jean-Luc Mélenchon est devant lui chez les jeunes. Donc c'est un électorat qui a moins besoin d'être rassuré, mais qui attendait sans doute autre chose d'un président, rappelons-le, quadragénaire. Donc c'était la première fois qu'on avait un président aussi jeune. Il y a peut-être aussi de la déception là-dessus. Françoise Degois, comme elle a su qu'on parlait d'Anne Hidalgo, est allée respirer ses selles et se mettre un coup de défibrillateur. Elle est de retour. Est-ce que le PS peut se remettre de ce résultat? Non, pour le moment, non, bien sûr que non. Surtout si on laisse François Hollande à la manœuvre. Je dis ça parce que c'est votre ami, je crois. Je le dis en toute amitié, mais il faut absolument être honnête. Si je le dis publiquement, on ne peut pas recommencer inlassablement toujours les mêmes conneries. Oui. C'est-à-dire que le cercueil et les clous sont pas encore mis. 2-3 jours avant, on fait des dîners, le énième dîner de la nuit des petits couteaux, pour savoir quelle initiative on va prendre pour relancer ce parti. Moi je pense que la marque socialiste n'est pas morte, mais je pense qu'il faut tout changer, et surtout pas avec les mêmes personnes. Alors vous avez des personnalités bien sûr comme Carole Delga, mais ça suffira absolument pas. Il faut ouvrir les fenêtres, il faut ouvrir les portes, il faut surtout travailler, arrêter de se foutre les mains dans les poches, de réfléchir à rien. Alors que ce parti a été, vous savez, il y avait 2 génies au Parti Socialiste il y a 35 ans, qui ont absolument tout inventé. De la démocratie participative, de la gauche sociale, du lien avec les classes ouvrières. C'était qui? C'était Julien Drey et Jean-Luc Mélenchon. C'était les 2 meilleurs amis du monde. Ils se sont fâchés pour des raisons aussi mystérieuses que ridicules, mais ces 2-là étaient le logiciel de tout ce qui a fait. C'était la continuité non, mais je le dis parce que c'est très important, c'est une histoire qui me tient à cœur. Moi, je vous dis simplement, pourquoi autant de gens ont voté Jean-Luc Mélenchon? Parce qu'à un moment donné, je me fiche des délires wokistes, etc. Il y a quelque chose dans le logiciel de Jean-Luc Mélenchon qui ressemblait cette année, en tout cas, à ce qu'a pu être François Mitterrand en 81, en tout cas, dans cette idée ouvrière de la lutte sociale. Aussi. Non, ce que je veux dire, c'est que le PS, oui, bien sûr, mais il y avait du fond, il n'y a pas que la forme. Non, bien sûr qu'il y avait du fond. Donc, le PS peut se remettre, mais il doit entièrement se remettre en question. Il doit se remettre au travail, surtout. Alors, se remettre, j'adore votre question. Ma réponse est se remettre au travail, se remettre en question, et sortir tous les dirigeants. Et on recommence différemment. Alors on va faire une transition, parce que maintenant on a parlé pendant 20 minutes du PS, on va parler des LR, et après on parlera d'Éric Zemmour. Est-ce qu'ils peuvent se remettre de cet échec? Et vous êtes 69,2% à dire non. Caroline Pilastre, est-ce que finalement LR n'est pas aujourd'hui dans l'état du PS il y a 5 ans? Benoît Hamon, 6%, bien sûr. 6,86, aujourd'hui 4 et quelques, et 1% dans 5 ans. Est-ce que vous voyez le même destin pour LR?
Écoutez, j'en sais rien, mais je le déplore comme Françoise, mais version LR. Ça me fait de la peine pour ce parti, ça me fait de la peine pour les militants, les sympathisants. Mais je vous le dis en toute honnêteté intellectuelle une fois de plus, ce qui se passe en termes de score, bon, j'ai été très choquée évidemment que Madame Pécresse soit sous les 5%, mais ça n'a rien d'étonnant à l'arrivée. Parce que même si elle avait des choses à proposer, elle était quand même prise dans un carcan entre Macron, entre Zemmour, qui a rebattu les cartes pour cette présidentielle, ainsi que Marine Le Pen, avec son côté social. Donc, à l'arrivée, elle n'a pas su se positionner, elle a fait un mauvais meeting, et malheureusement, vous n'avez pas de seconde chance pour la présidentielle. C'est très compliqué, il y a eu l'affaire Douglas, et on a eu l'impression, vraiment, et je vous le dis, sachant que j'ai fait partie justement de ce parti en tant que militante, qu'il n'y a pas eu d'introspection, il n'y a pas eu de remise en question réellement de la part de la majorité des barons restants, depuis l'affaire Fillon. Et il y a un moment donné, eh bien, il faut tout revoir, et on ne peut pas passer son temps à taper sur les opposants personnellement. Et c'est là où moi j'ai un problème avec la diabolisation. Moi, ce que j'attends en fait de chaque parti, qu'on soit d'une sensibilité de gauche ou de droite, c'est qu'on ait des choses à proposer, c'est qu'on ait un véritable programme et une véritable vision. Alors oui, Mélenchon n'est pas mon candidat, mais je lui reconnais ses qualités, comme je les reconnais aussi à Marine Le Pen, et il ne faut pas se leurrer. La France est clivée, la France est fracturée, mais la France attend de vraies réformes. Alors, est-ce que ce pays est réformable? Je ne sais pas, mais en attendant, les gens veulent des réponses à leurs questions. Cours, Françoise Degois, et on donne allez-y, cours. Si je devais résumer, dans le micro. Si je devais résumer, ce soir, Emmanuel Macron est devenu la force motrice de la droite et du centre droit et de la droite. Marine Le Pen est devenue la force motrice de l'autre droite, et Jean-Luc Mélenchon, LFI, est devenu la force motrice de la gauche. Avec ça, débrouillez-vous, reconstruisez autour de ça. Romain Ben David veut réagir. Sauf qu'on est moins aujourd'hui, c'est pas moi qui le pense, encore une fois, justement le porte-parole de l'opinion sur les clivages droite-gauche. On est quand même beaucoup plus sur centre-périphérie, sur le vote disruptif contre le vote social-libéral. Et si on résume nation, mondialisation, et surtout rupture avec les politiques depuis 1983, qu'elles soient de gauche ou de droite, je vois pas ou ça, maintien de ces politiques. Adrienne Breton, s'il vous plaît. Philippe Bilger veut réagir. Philippe Bilger. Alors, Adrienne Breton, est-ce que quelque part, quand on regarde la situation dramatique du PS et de LR, est-ce que finalement, Emmanuel Macron n'a pas été le Attila du PS et des LR? L'herbe ne repousse pas dans ces deux partis, et ça risque de ne pas repousser pendant longtemps. Parce qu'il ne travaille pas, c'est tout. Il a réussi. Problème. Non, mais ce qui est sûr, c'est que Emmanuel Macron a réussi un tour de force qui est de tuer le PS il y a 5 ans, et aujourd'hui de tuer LR. Ça, c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est une sorte de Machiavel politique, mais en tout cas, c'est un tour de force qui peut forcer l'admiration. Je ne sais pas si on doit le dire comme ça, mais qui inquiète également, parce que ça veut dire que notre système démocratique est totalement réduit à En Marche versus les extrêmes. Après, pour revenir à Valérie Pécresse, je pense que le problème de Pécresse, ça a été son manque de crédibilité. Elle a semblé très fausse dans cette campagne parce qu'elle s'est positionnée parfois beaucoup plus à droite que le discours qu'elle a pu tenir il y a quelques années. Le fait qu'elle ait quitté les LR au moment où Wauquiez était à la tête des Républicains, qu'elle ait fondé un autre mouvement en disant « moi je ne me reconnais pas dans un parti qui porte les idées que porte Laurent Wauquiez », pour finalement, 5 ans plus tard, s'allier avec Ciotti et avoir un discours qui flirte avec l'extrême droite, c'était incompréhensible de la part d'un électorat plutôt libéral. Et puis pour un électorat qui était plus à droite, on voyait bien en tourloupe. Donc je pense qu'il y a eu quand même ce problème de crédibilité de Valérie Pécresse sur son propre discours, au-delà du problème du meeting et autres. Je pense qu'elle avait vraiment un problème de crédibilité sur ce qu'elle portait. Philippe Bilger. Moi, j'ai tendance peut-être, est-ce que je suis trop épris du talent ou de son absence? Je ne crois pas qu'il y avait une fatalité pour Valérie Pécresse à se sentir prisonnière de tendances qui pouvaient apparaître contradictoires, mais qui auraient pu aussi ressembler à une forme de plénitude intellectuelle. Ciotti plus Valérie Pécresse, ça pouvait faire un plein au lieu de faire un vide. Mais
profondément. Je crois qu'elle a manqué, talent c'est trop dire, mais elle n'a pas réussi sa campagne, parce qu'une campagne c'est une équipe compétente, c'est une technique, et clairement elle l'a pas eu. Et pour répondre à Françoise tout à l'heure, j'espère que Macron n'est pas devenu la vérité de la droite, parce que j'espère que dans le traumatisme que les Républicains vont vivre peut-être dès demain ou après-demain, ils pourront peut-être, qui sait, trouver les ressources d'un véritable renouveau qui donnera une identité à la droite républicaine qu'elle n'a pas su révéler durant la campagne, puisqu'elle a accepté en quelque sorte la stigmatisation de ressembler comme deux gouttes d'eau au macronisme. Romain David, vous êtes un peu le maître Capello ce soir des vraies voix. Non, simplement pour répondre à ce que dit Philippe Bilger, il y a quand même les 3 candidats qui arrivent très largement en tête n'ont pas connu de primaire. Ils se posent quand même une vraie question avec les primaires. Et on comprend aussi une désaffection d'une partie de nos concitoyens pour l'organisation de ces élections, parce qu'il y a eu les difficultés aussi des parrainages qui ont quand même ont tenu en haleine pendant longtemps. Les primaires qui sont une machine à créer du côté partisan, mais qui ne rassemblent pas plus. Et ce qui peut expliquer aussi qu'on va chercher une légitimité ailleurs, que ce soit dans les marches du climat ou dans d'autres... Valérie Pécresse part avec un handicap, c'est que Emmanuel Macron, il a fait une grande part de la politique dont rêvaient beaucoup d'électeurs de droite et que n'ont pas fait avant eux Chirac et Sarkozy. Supprimer l'ISF, réformer l'assurance chômage, assouplir le code du travail. Emmanuel Macron. Oui, mais il n'y avait pas de ça chez Macron. Mais c'est pour ça qu'elle n'avait plus d'espace. On disait blanc bonnet, bonnet blanc, Pécresse. Donc voilà, elle partait avec ce handicap-là, déjà. Et ensuite, Valérie Pécresse, elle n'a pas raconté d'histoire, elle n'a pas fait de récit. C'est qui Valérie Pécresse? À la fin, elle a essayé. Oui, les derniers jours, mais elle arrive avec le programme de Fillon, ok, déjà vu. Elle arrive avec le Karcher de Sarkozy, ok, déjà vu. Avec le discours de Ciotti, c'est pas le sien. Donc elle n'a pas raconté d'histoire, elle n'a pas posé de marque. Et résultat, il y a eu le coup de l'original de la copie. Donc des électeurs qui avaient voté Fillon en 2017 ont très certainement voté Zemmour. Je crois que ça va être vite confirmé par vos enquêtes. Et d'autres, ils sont très contents de la politique d'Emmanuel Macron. Donc du coup, plus d'espace et on se retrouve sous les 5%. Adrienne, c'est rude. Adrienne Breton, vous devez nous laisser dans à peu près une minute, un peu plus d'une minute. Est-ce que pour vous, les LR vont imploser? Je ne sais pas si les LR vont imploser. Moi, ce qui m'intéresserait aussi, c'est de voir comment la République en marche va évoluer dans les prochaines années. Parce que je pense que, forcément, Emmanuel Macron fait son 2e quinquennat et c'est son dernier quinquennat. Ce qui veut dire que la succession d'Emmanuel Macron est ouverte finalement le lendemain de son élection. C'est ça. Et donc toute la question va être aussi, que devient LREM? Est-ce que LREM devient un parti de droite et remplace LR? Ou est-ce que LREM penche à gauche et finalement remplace en partie le Parti socialiste? Il n'est pas impossible que le clivage droite-gauche retraverse à un moment LREM et retraverse finalement le parti macroniste dans la lutte pour sa succession, avec d'un côté un Édouard Philippe, donc horizon, mais finalement accroché à la majorité présidentielle, mais qui peut incarner quand même facilement une partie des LR, et puis quelqu'un qui émergerait chez LREM plus à gauche. Il n'est pas impossible que le clivage droite-gauche repartage LREM et qu'il y ait une recomposition qui se fasse même en cours de quinquennat d'Emmanuel Macron. Bon. Merci beaucoup Adrienne Breton de l'Institut de la Fondation Jean Jaurès. Dans quelques instants, on va retrouver Guillaume Rivalan pour ce débat. Éric Zemmour, Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, peuvent-ils se remettre de cet échec? Vous êtes 68,3% à dire non. On se retrouve tout de suite avec les vraies voix exceptionnelles sur Sud Radio. Sud Radio, la grande soirée des présidentielles. Philippe David. Retour des vraies voix, Philippe Bilger, Françoise Degois, Caroline Pilastre. Je voudrais dire quelque chose en défense. Je présente tout le monde. Pascal Jalabert, Romain Ben David, et il nous a rejoint. Guillaume Rivalan est avec nous. Bonsoir Guillaume. À la défense quand même. Bonsoir Philippe David. Mais alors Françoise Degois veut réagir. En défense de Valérie Pécresse, je dirais aussi que l'écosystème l'a pas aidé. Je sais très bien que ça ne se fait pas de dire du mal de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy s'est comporté de façon absolument lamentable avec lui. Je mets en parallèle avec elle. Je mets en parallèle François Hollande, qui n'est pas plus formidable que Nicolas Sarkozy sur le plan moral, mais lui au moins il a fait l'effort, malgré le fait d'avoir une
candidate à 2%, à être là. Bernard Cazeneuve a fait l'effort d'être là. Nicolas Sarkozy ne l'a pas fait pour 1000 raisons. Je pense qu'il y a, si vous voulez, dans le comportement des cadres, si vous voulez, du parti qui l'ont entouré, il y a eu un comportement de savonnage discret et tranquille. Vous voulez dire qu'ils l'ont soutenu comme la corde soutient le pendu? Oui, quand vous restez dans le silence. Vous savez, moi j'ai vu ça avec Ségolène. Bon, elle a cartonné évidemment au second tour, mais j'ai vu le silence des éléphants. Vous savez, ne pas être là est aussi dur en politique et aussi interprétable négativement que de dire des vacheries à la radio le matin. Il y a quelque chose qui a été laissé, si vous voulez, elle a été laissée, elle n'a pas eu la force, elle, de poser un acte disruptif. Moi, j'aurais été elle, je ne suis pas elle, heureusement, j'aurais envoyé tous à bouler, mais alors en disant, écoutez, vous m'emmerdez, là, le Sarkozy, je vais pas chez vous, je me fiche d'avoir l'option de Sarkozy, qui en plus a été rejetée par l'ensemble de la majorité des Français à la primaire, donc Sarkozy, à part une icône, qu'est-ce que c'est? Et j'aurais avancé. Elle n'a pas eu cette force-là, parce qu'elle a eu peur, et je le comprends très bien, mais je pense qu'elle n'a pas été aidée par ces cadres de son parti. À une exception près, je le redis éternellement, Xavier Bertrand, c'est dans la difficulté que vous voyez la qualité des gens. Bertrand, pour moi, s'est comporté de façon exceptionnelle avec elle. Non, mais c'est vrai qu'elle a vraiment pas été aidée. Et pour le coup, pardon Philippe, ce qu'elle n'a pas supporté Nicolas Sarkozy, c'est qu'elle ne parle pas suffisamment de lui. Vous imaginez quand même en termes d'ego ce que ça représente. Et vous le savez, je suis aussi honnête, je te rejoins. Non, mais vraiment, quand même, on savait qu'il allait voter Macron. Mais dans ces cas-là, qui ne se mettent pas en avant pour plus l'enfoncer. Bien sûr qu'elle attendait son soutien, ça a été sa ministre, il l'a quand même placée. Il y a un moment donné, Sarkozy, c'était le leader et ça l'est quand même officieusement encore au sein de ce parti. Donc il y a un moment donné, si au niveau des militants et des sympathisants, c'est une figure de proue, plus maintenant avec son attitude. Mais ça ne se fait pas. Elle attendait quand même, venant du patron de ce parti qui a récupéré l'UMP, souvenez-vous de l'affaire Copé-Fillon à l'époque pour en faire les LR, qu'il la soutienne un minimum par rapport à son concurrent. Philippe Bilger. Le seul intérêt de cette péripétie sordide, c'est qu'aujourd'hui, Nicolas Sarkozy a révélé qui il était véritablement. Merci, Philippe Bilger. C'est-à-dire pas un homme d'État, un homme simplement soumis à ses humeurs et à ses susceptibilités et qui a opéré une véritable désertion. Le deuxième point, il était tellement important que je crois l'avoir oublié. Ah non, pas du tout, Philippe. Vous aviez posé une question sur le futur de 3 personnalités. Anne Hidalgo, Pécresse et Zemmour. Et Pécresse. Alors, là, on a parlé d'Hidalgo, on parle de Pécresse, on va parler de Zemmour après. Oui, c'est différent. Je ferai une distinction pour Zemmour, si vous le permettez. Ce sera à partir de 23h40 à peu près. Ah bon, d'accord. Ah bah oui, vous allez plus vite que la musique, Philippe. On va faire réagir Guillaume Rivalan qui attend depuis... Il faut que j'arrête de penser jusqu'à 23h40. On est mal élevé, on interrompt. Non mais on ne sait pas. Oui, on est mal élevé là quand même ce soir parce qu'on est passionné. Mais lui, non mais Guillaume Rivalan, oui, mais nous, on ne sait pas recevoir les gens. Enfin, vous ne savez pas recevoir les gens. C'est vous qui dirigez cette émission, mon brave. Nous, on n'est pas fautifs, tous les 3. On vous laisse. Guillaume va nous dire du bien d'Emmanuel Macron, ça va nous changer. Guillaume Rivalan, justement, est-ce que pour vous, avec ce score apocalyptique, puisque Valérie Pécresse était à 9,5% dans le rolling IFOP fiducial pour Sud Radio de vendredi, on est 2 jours plus tard, elle fait un score moitié moindre, et est-ce que les LR peuvent s'en remettre ? Bonsoir à toutes et à tous. Je vois que vous êtes en pleine forme, ça fait plaisir. On est à fond, vous voyez, il n'y a rien qui nous abat. Même 5 ans de plus de Macron. Beaucoup plus en forme que certains candidats dans les urnes. Mais pour rebondir sur Madame Pécresse, la réalité, c'est que je crois que ce soir, elle prépare le dépôt de bilan. Bon, au même titre dit-il d'un ton très attristé. Finalement. Si vous voulez, là, la prochaine étape, ça va être de sauver un petit peu les meubles pour au moins construire un groupe avec ceux qui restent aux Républicains. Et encore, quand on entend d'un côté Ciotti ce soir annoncer qu'il ne votera pas Macron, Pécresse qui, elle, votera Macron, et le reste par Twitter, on voit déjà qu'il y a un schisme, clairement. Et donc, si vous voulez, on ne voit pas très bien quelle colonne vertébrale va tenir chez les LR. Ils tiennent un bureau politique, je crois, demain pour prendre une position collective. Bon, franchement, ce sera intéressant de voir le quorum, parce qu'à mon avis, il ne restera plus grand-chose à part les salariés du parti, vous voyez.
Oui, c'est chacun pour soi. C'est très clairement à partir de ce soir, chez LR, c'est chacun pour soi. C'est-à-dire, il y a ceux qui vont dire nini, en pensant à leur avenir. Il y a ceux qui vont se rallier très vite à Emmanuel Macron. Et puis, il y a ceux qui vont essayer, par un biais local, de préserver leur circonscription, parce qu'ils sont élus députés depuis longtemps, parce qu'ils ont aussi un ancrage local. Donc là, maintenant, c'est le chacun pour soi. C'est un peu ce qui s'est passé il y a 5 ans au Parti socialiste. La difficulté, c'est que ça intervient maintenant et on a vu, il faut beaucoup de temps. Je crois que le Parti socialiste a un petit avantage, c'est que la génération Hollande, Aubry, etc., maintenant doit s'effacer et qu'ils ont derrière une génération de quadras ou de jeunes quinquas qui ont réaffirmé leur présence en étant réélus dans leur mairie ou dans leur région il y a 2 ans. Donc ceux-là peuvent reconstruire. Pour LR, ça risque de prendre du temps. Non. Alors pardon, je t'interromps parce que pour LR, il y a des choses qui apparaissent. Il y a des gens comme David Lisnard qui sont là déjà. Oui. Il y a François qui a d'ailleurs tweeté à ce sujet. Non mais évidemment qu'il y a aussi une génération talentueuse chez les Républicains. C'est évident. Il faut simplement la laisser respirer. Voilà, je suis d'accord avec toi. Comme il faut laisser respirer. Non mais il faut se réinventer aussi. Il faut recréer un mouvement différent. Il faut travailler. Il faut bosser. Chacun bosser. Ils n'ont rien foutu les mains dans les poches. Voilà, ils ont fait que critiquer les uns ou les autres. C'est une guillotine, c'est implacable. Les 3 qui ont bossé sont en tête de l'élection. Il n'y a pas de hasard. Et arrêter la diabolisation, pardon. Vraiment, parce que je trouve ça absurde. Caroline Pilastre, un parti, c'est le principe de la Ve République, puisqu'il y a la présidentielle. Il faut un leader, ça s'impose. Qui est-ce qui pourrait devenir le nouveau leader des Républicains, puisque ce ne sera pas Valérie Pécresse? Lisnard, je dirais. Je l'aime bien Caroline aussi, Pilastre. mais après, ça ne suffit pas, à mon avis. Il faut d'autres incarnations, il faut que d'autres personnes émergent, j'en sais rien. Pour l'instant, c'est trop tôt. Oui, mais Bellamy, il est quand même proche d'un Zemmour sur les convictions. Ouais. Donc, il y a un moment donné, il faut aussi se positionner. Paraît être un Et vraiment, puis, Philippe Bilger. Françoise Bellamy, il est trop fin pour être un vrai politicien. Non, mais il a raison, Philippe a raison. Mais Lisnard, moi, ce que je trouve intéressant chez David Lisnard, tu m'arrêteras, Philippe, si tu es... Ah, mais moi, je l'aime beaucoup comme toi. Je trouve intéressant que David Lisnard, évidemment, c'est pas ma cam, moi je suis évidemment de gauche, mais je trouve que... Ça nous avait pas échappé. Il a la culture, la vraie culture littéraire, philosophique, il est vraiment cultivé, véritablement. Il est très politique et il arrive à se situer au centre à peu près d'équilibre de ces républicains. Donc je trouve que c'est lui. Philippe Bilger, vous verriez qui, vous, Philippe Bilger? Ah mais moi je verrais comme Françoise David Lisnard, et moi je ne déteste pas Wauquiez, je ne déteste pas les gens qui n'ont pas peur d'affirmer leur identité de droite et qui ne sont pas soumis aux humeurs de la gauche. C'est ça le problème. Alors je sais que Wauquiez attend tranquillement 2027, mais il aura quelques rivaux à cette occasion. Mais Lisnard, devant la catastrophe, le chaos prévisible, peut avoir envie de sortir de son association des maires un jour. Hein. Romain Ben David veut réagir. Il va nous donner... On a le droit de parler de Zemmour, pas encore. Dans 2 minutes, vous êtes pressé, Romain Ben David, vous voulez dire un mot? Non, j'ai pas de sondage encore sur le leadership PS ou LR, mais simplement, il y a quand même la bataille des législatives avant. Oui. Et il va falloir déjà sauver les meubles pour LR, qui a, je crois, je ne voudrais pas dire de bêtises, autour de 110 députés, et pour le PS, qui a un groupe parlementaire. Non, donc, c'est faible, hein. Il y a à peine 18 députés. Donc, oui, mais si la gauche va se poser la question pour en avoir 100. Justement. Si elle est débile jusqu'au point de pas s'allier. On est d'accord. Donc avant de parler des leaders, il y a la question des alliances qui va se poser à droite comme à gauche. Guillaume Rivalan, je vous demandais, mais en objectivité, pas en donnant le mauvais conseil exprès, qu'est-ce que vous verriez pour être le nouveau leader de la droite? Enfin, vous pouvez être obligé de dire un nom, vous pouvez en dire 2 ou 3. On va dire Macron. Non, mais je suis assez d'accord avec vous n'avez pas entendu Françoise de Gouin qui a dit dans le micro? Il va dire Macron, non, Guillaume, c'est ce qu'il va dire. Il va nous dire pour Philippe. Guillaume Rivalan. Non, mais au-delà de ça, si vous voulez, il y a des questions très pratiques qui se posent là. C'est-à-dire que Valérie Pécresse a dû dépenser plus de 10 millions d'euros pour sa campagne, elle fait moins de 5%, il faut rembourser. Ça veut dire qu'il faut vendre le parti. Pardon, mais même Benoît Hamon, en 2017... on a dû vendre Solferino, vous avez raison. Et donc, si vous voulez, il y a déjà cette question très matérielle qui se pose. Après, la question de la personne, c'est pour quel projet, pourquoi? Et je crois qu'aujourd'hui, ce second tour offre à la droite déjà 2 premiers chemins sur lesquels il faut s'engager,
oui ou non, le troisième étant de ne pas prendre position pour eux. C'est peut-être autour d'une personne comme Wauquiez, comme Lisnard ou autres, qui sans doute ne prendront pas position. On les a vus très silencieux sur les réseaux sociaux et les plateaux de télé ce soir, qui, si vous voulez, prendront l'incarnation demain. Mais la question, premièrement, c'est avec quel outil, hein? Et aujourd'hui, l'outil, il est clairement aux soins palliatifs. Voilà. Oui, Pascal Jalabert. On parle une minute et après on va parler de Zemmour. Philippe Bilger va être content. Pour conclure, il faut premièrement changer de génération, à droite comme à gauche, changer les hommes. Il faut construire un programme, ça c'est la base. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, ils ont quand même tiré des leçons des échecs 2017 et ils ont modifié soit leur comportement, soit leur programme. Et puis, il ne faut pas louper les législatives. Vous avez bien fait nous recadrer là-dessus, parce que si la droite et la gauche débarquent avec chacun 120 députés au Parlement, plus le Sénat, c'est quand même pas la même histoire. Donc du coup, il y a urgence à agir si dans 5 ans, ils ne veulent pas se retrouver dans la même situation qu'aujourd'hui, et avec même une dégradation. Rappelons quand même que le PS était encore à 6% en 2017 et que là, ils sont tombés à 2%. Non mais il faut voir la scission qui se profile par la suite, justement. Qui va rejoindre Macron, qui va rejoindre Le Pen et Zemmour. Et c'est surtout ça, en fait, la suite. Il n'y a pas de on va parler de Zemmour maintenant. Oui, ils ne vont pas rejoindre Ciotti. Alors, on va parler de Zemmour maintenant. Alors, Françoise Dewa, très court. Parce que je pense que la campagne qui arrive, on a une campagne d'entre-deux tours. A priori, Marine Le Pen, je dis a priori parce que Jean-Luc Mélenchon, un institut le donne à 22,2 et Marine Le Pen à 23, donc ça fait 0,8, ça fait 230 000 voix d'écart. Je ne crois pas que ça soit remontable du tout. Donc cette campagne-là, elle va être encore, ne croyez pas qu'Emmanuel Macron va lâcher la bonne vieille recette de l'Ukraine. Moi, ce qu'on me dit ce soir, c'est qu'Emmanuel Macron voulait cette semaine aller en Ukraine, mais c'est Colère qui l'en a empêché en disant tu peux pas à quelques jours de premier tour. Mais là, ce qu'on annonce, c'est qu'il va en Ukraine. Donc on va avoir à nouveau un président en surplomb pour ce second tour et qui va tenter d'échapper de cette manière-là aussi à son adversaire de second tour. Je mets en garde parce que ça va être quelque chose. Il va y avoir, je crois, une immense frustration sur ce second tour, aussi grande que sur le premier. On va parler maintenant d'Éric Zemmour. Je vous rappelle le score. Pour le moment, peuvent-ils se remettre de cet échec? Zemmour, Pécresse, Hidalgo, vous êtes 70%, 68% à dire non. Philippe Bilger, je sens que vous êtes bouillonnant pour parler d'Éric Zemmour. 7,2%, sachant qu'il n'avait même pas de parti il y a encore 6 mois. C'est un fiasco ou c'est une réussite? Non, justement, je ne voudrais pas qu'on mette Éric Zemmour dans le lot où il est confronté à deux autres dont on peut penser que pour eux c'est un échec. Éric Zemmour, vous venez de le rappeler, n'était rien il y a 6 mois. Il est très inférieur aux prévisions qu'il espérait et qu'on lui prêtait, mais s'il ne ment pas sur le nombre d'adhérents à Reconquête, c'est tout de même un succès considérable, et les législatives pour lui ne représenteront peut-être pas une opportunité détestable. Donc je pense que pour lui, bien sûr, ça n'est pas véritablement un échec du même niveau que les deux autres. Et puis, je vois avec plaisir qu'on sort d'une campagne dont certains ont jugé qu'elle était fade et insignifiante. En tout cas, elle donne des résultats qui suscitent un débat. Le deuxième tour reste encore un peu jouable. Et les législatives, nos amis spécialistes le disent, vont avoir une importance capitale. Qui sait ? On aura peut-être une cohabitation et pourquoi pas Nicolas Sarkozy pourra s'en donner à cœur joie en faisant des compromis avec Emmanuel Macron. Mais il a raison, moi je comprends la déception de Philippe famille politique. Non, mais je comprends la déception des authentiques personnes de droite, moi, avec lesquelles je m'entends. C'est-à-dire Philippe Bilger, la droite républicaine, comme je l'aime, un peu droit dans ses bottes. Comme nous, avec Caro, je comprends la déception que ça doit être pour cette figure du commandeur qu'a été Nicolas Sarkozy, ce magnifique vainqueur de la présidentielle de 2007. Je comprends le chagrin même que ça doit être. C'est une très grande déception. Je comprends Philippe Bilger et Caroline. Mais tu sais, Caroline Pilastre, c'est un échec ou un succès Zemmour à 7-2? Alors moi, je rejoins Philippe. C'est pas un échec. C'est un échec au vu des sondages. Il était à 16% et qualifié pour le second tour le 23 février dans le rolling IFOP. Il a fait énormément d'erreurs, soyons clairs. Il y a eu la guerre en Ukraine et les conséquences sur le pouvoir d'achat entre-temps dont Marine Le Pen s'était emparée depuis le début. Oui. Et il y a eu donc les réfugiés ukrainiens, il y a eu ses propos sur les femmes, il a dérapé sur plein de choses en termes d'attitude. Maintenant, quand on revient à la genèse quand même,
de Reconquête. C'est un parti qui vient de naître. 7%. Il fait plus que le PS, les LR, Jadot actuellement. Donc c'est une réussite dans ce sens-là et surtout il va s'ancrer sur le long terme politiquement. C'est ça son but. C'est pas de revenir journaliste polémiste à CNews. Donc à voir, parce que pour moi il y a une émulation qui va rester dans la société française. Je suis pas tout à fait d'accord. Jalabert et après Guillaume Rivalan. Alors moi je suis pas tout à fait d'accord parce qu'il a annoncé qu'il serait candidat aux législatives. Et là il joue très gros. Parce que s'il est battu aux législatives, c'est plus un patron, c'est fini. Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, ils ont été réélus aux législatives. Ils ont été élus, pardon. Mais ils sont là depuis combien de temps? Mais peu importe. Peu importe. Ils ont été élus. Ils ont été élus. Et Jean-Luc Mélenchon, non seulement ça lui a permis de garder le parti, mais en plus il a pris le groupe parlementaire. Donc du coup, à LFI, eh bien depuis 2017, il y a une tête qui dépasse, c'est Mélenchon. Marine Le Pen, même s'il n'y a pas de groupe parlementaire, c'est quand même elle qu'on voit à l'Assemblée devant les micros. Voilà. Mais il peut s'allier avec elle, puisque là, de toute manière, il a appelé à voter pour elle. Oui, il a appelé à voter pour elle, mais à mon avis, ils ne vont pas le chercher. Ben, ça serait à l'encontre de la stratégie qu'elle a menée. Marine Le Pen, elle n'a pas besoin de parler d'immigration, de sécurité. Ça fait 40 ans que sa marque est installée là-dessus. Donc ça m'étonnerait qu'elle aille le chercher. Non, c'est complètement contre-productif. Si tu veux faire fuir les électeurs, tu te trimbales avec Zemmour dans un meeting. Parce qu'il y a un état d'esprit. S'il est battu aux législatives, je pense que c'est terminé. Guillaume Rivalan, surtout avec Marion Maréchal dans les parages. Voilà. Guillaume Rivalan, Zemmour a 7-2 alors qu'il n'avait pas de parti politique il y a encore 6 mois. C'est un échec ou c'est un succès? Si on appelle un succès le fait de permettre de faire la courte échelle à Marine Le Pen pour qu'elle se qualifie au second tour pour la seconde fois de sa carrière sur 3 élections présidentielles, pardon, mais je pense que pour le pays, c'est pas forcément un succès. À titre personnel, pour lui, je pense qu'il doit être un peu déçu aussi, puisqu'il y a quelques mois, les sondages le portaient quasiment sur un score à 2 chiffres. Ah mais je vous coupe, le 23 février, dans le rolling, il était au deuxième tour à 16%. Je vous redonne la parole. Bon, et en plus, il y a quelques jours, il se vantait encore avec une certaine arrogance en disant « Je serai soit chef de l'État, soit chef de l'opposition ». Je pense que le malheureux, il sera, et fort heureusement selon mes convictions, mais ni l'un ni l'autre. Vous voyez? Donc, c'est sûr qu'on peut toujours dire qu'il a fait mieux que les partis dits traditionnels de gouvernement, mais honnêtement, c'est pas non plus fulgurant. Et on voit ce soir en plus qu'il est en train d'envoyer ses lieutenants pour négocier à la petite semaine des places, des postes, des circonscriptions avec le Rassemblement national. C'est un peu étrange, c'est des vieilles méthodes, ça aussi. Mais ils le font tous, Françoise Degois. Je vais vite pour prendre le contre-pied de mes camarades et aller dans le sens de Guillaume. En réalité, pour moi, c'est un échec. Et je pense que pour lui, c'est un échec cinglant. On ne va pas à la présidentielle pour faire 7% quand on est Éric Zemmour. Éric Zemmour, à un moment donné, a cru, vraiment, parce que l'ivresse, ça s'appelle l'hubris, on connaît ça par cœur, a vraiment cru qu'il pouvait être au second tour et qu'il pouvait battre Emmanuel Macron. Je pense que pour lui, ce soir, la chute est terrible. C'est une chute psychologique terrible. C'est-à-dire que, voilà, vous savez, Lacan disait, un élève lui demandait, maître, qu'est-ce que c'est le réel? Et Lacan répondait, le réel, c'est quand on se cogne. Eh bien voilà, ce soir, Éric Zemmour s'est cogné à la réalité du caractère implacable d'une présidentielle. Lui aussi, on n'arrive pas les mains dans les poches dans une présidentielle en se disant, j'ai 2 idées et je vais gagner. Ça n'existe pas dans ce pays. Encore une fois, et je rejoins Pascal, ça fait des semaines qu'en fait on dit la même chose, peut-être que on est des vieux de la vieille, mais je pense que Romain, qui est moins vieux que nous, pense la même chose. C'est que la réalité, c'est que dans la dernière ligne droite, la prime va toujours à celui qui a bossé, qui a offert une vision. Et ça, là, les Français sont comme ça. Et voilà. Et donc, pour moi, c'est un échec terrible. Un type qui voulait être président de la République. Chacun son tour. Attends, un type qui a fait campagne, sur question vitale, je vais sauver la France, et termine à 7%. Mais arrêtez, comment vous pouvez dire que c'est une victoire? Romain Ben David, attendez, s'il vous plaît, Romain Ben David voulait donner un élément de sondagiste. On vous écoute. Non, 2 petits points. Simplement rappeler aussi qu'en 2017, Emmanuel Macron est arrivé, il n'avait pas de formation politique 6 mois avant et était au moins aussi connu que n'était Éric Zemmour. Donc la nouveauté n'empêche pas de faire un bon score. Oui, mais pardon, il avait l'appareil politique avec lui. On oublie toujours quand même qu'il a plus de 10 ans. Il n'avait pas d'appareil politique. Il a fait comme Giscard. Comme Giscard en 74. Pardon, chacun son tour, s'il vous plaît. Romain Ben David.
Oh là là. Et on n'est pas fatigué à midi. L'autre point, c'est qu'Éric Zemmour a joué beaucoup sur l'aspect nouveauté. En d'autres temps, Jean-Pierre Chevènement l'avait fait aussi, avait été le troisième homme. Sauf que la nouveauté, ça marche un temps, et au bout d'un moment, ça finit par lasser quand on répète toujours les mêmes discours. Quand vous avez après, comme vous l'avez rappelé Françoise, une candidate qui a énormément bossé depuis, qui fait une campagne à bas bruit, moins dans les coups médiatiques depuis 6 mois, que ce soit, et qui s'est pas laissé cornériser, soit sur le pouvoir d'achat, soit sur la question de la sécurité et l'immigration, qui a été beaucoup plus rassembleuse. Donc les coups, les coups médiatiques, ça fonctionne au début parce que ça met du piment dans la campagne. On a effectivement une personne qui arrive en disant stop, on a un projet de civilisation, on n'est pas que, on va supprimer, on va augmenter les fonctionnaires, on va supprimer de 20%, on va augmenter de 20%. Donc ça séduit au début, au bout d'un moment ça devient lassant. Philippe Bilger. Absolument. Et en fait, la campagne d'Éric Zemmour a trop duré parce qu'on peut considérer qu'elle avait commencé même avec la promotion de son dernier livre. Et donc, c'était à la longue un peu lassant. Mais là où je ne rejoins pas totalement Françoise, au début, bien sûr, il y a une hubris très forte chez lui, le sentiment sincère qu'il allait tout renverser et qu'il allait se retrouver au second tour. Mais je me demande si cet échec relatif ne va pas bizarrement le remettre dans un pragmatisme un peu plus politicien. Justement. Faire perdre de sa superbe et peut-être entraîner des conséquences qui pourraient être opératoires pour lui. Il nous reste 9 minutes, je voudrais tous vous faire réagir. Est-ce que Reconquête peut devenir un parti qui compte? Caroline Pilastre. Ah mais moi j'en suis persuadée, honnêtement. Une fois de plus, qu'on ait cette sensibilité ou pas, je pense qu'il ne l'a pas fait pour rien, ça n'est pas du hasard, c'est un stratège. Il n'arrête pas de dire que ça n'est pas un politique contrairement aux autres parce qu'il parle vrai à ses électeurs, évidemment, qu'ils l'entendent. Il y a une émulation, qu'on apprécie ou pas le personnage, avec ses qualités, ses défauts, mais quoi qu'il en soit, la surprise de cette élection, je suis navrée, c'est Zemmour. On en a suffisamment parlé pendant des mois, et on a aussi... Eh bien, moi, je trouve que oui. C'est qu'il soit en dessous de 10. Non, mais d'accord, alors ça, oui. Mais après, j'ai envie de te dire, les autres n'ont pas fait mieux que lui et sont en politique depuis 40 ans. Mais il est en 4e position. Non, on s'en fout pas, parce que c'est les Français, en fait. Non, mais les Français, c'est 7% sur avec la radio régulièrement. Mais c'est 2 millions de voix. Mais Caroline, comment tu peux dire que Éric Zemmour a marqué? C'est 2 millions. Mais ça fait 4 mois qu'il est là. Mais arrête, Caroline. Il vient pas du PS, il vient pas de LR, il vient de la droite et de l'extrême droite. Écoute, et Mélenchon, c'est l'extrême droite. Mais je m'en fiche. Je te dis juste un truc, c'est que il est là pour rester, que ça fonctionne ou pas. Malgré ses dérapages et malgré ses buzz, tu peux pourquoi au niveau de l'intelligence médiatique ou politique, ça a pris. Je pense qu'il ne restera pas. Je pense que Reconnaissance, Reconquête. Et cet élan de la jeunesse autour de Zemmour, c'est vraiment, ça a été créé par la présidentielle. Et vous allez voir que ça va redescendre. Non, il y a un mouvement de fond dans la société, Françoise. Mais bien sûr, tu ne veux pas le voir parce que tu es de gauche. Mais bien sûr. Non, mais est-ce que c'est pas les législatives qui vont nous montrer si elles vont ou pas? Tu vas avoir la vérité des prix aux législatives. On le verra et on verra en fonction des alliances. Chacun son tour. Et de la coalition. Ça sera 0 plus 0. Guillaume Rivalan, est-ce que vous pensez que Reconquête peut devenir un parti qui compte? Non, mais Horizon, oui. Mais au-delà de la droite... tu vas pas nous placer ta cam en plus. C'est Macron, Horizon. Le premier juge de paix, ce sera le second tour de l'élection présidentielle, parce qu'en fonction du score de Marine Le Pen, ce ne sera pas exactement la même marmelade pour Éric Zemmour et pour la suite. Sachant qu'il a aussi son âge, ce monsieur. Et donc, au bout d'un moment, il y a un truc qui s'appelle la science. Et ça, contre ça, on ne peut pas lutter. Deuxièmement, le deuxième juge de paix, ce sera législative. Et là-dessus, c'est pareil. Pardon, mais c'est Marine Le Pen et son équipe qui auront la main sur la plupart des investitures. Et ils devront composer avec. Parce que ce n'est pas Zemmour et ses 7% qui vont imposer des candidats plus forts contre le premier potentiel parti d'opposition du pays au président de la République sortant et peut-être renouvelé. Donc si vous voulez, un avenir pour Reconquête, intuitif personnalisé à Zemmour, j'ai un gros doute. Donc, après, si quelqu'un reprend le flambeau, dans quelques années, peut-être, mais il faut un tuilage, une transition, quelque chose de logique. Alors, Zemmour aura peut-être servi de transition, soit à une Marion Maréchal, si enfin elle se lance directement en première ligne, en espérant que sa tante dise bon ben voilà, j'ai fait 3 présidentielles, c'est terminé, soit à quelqu'un de droite qui peut actuellement, alors Éric Ciotti s'est déjà mis sur le créneau, qui tenterait de reprendre cette partie
partie de son discours et de la concilier avec le libéralisme macronien. Mais ça va être compliqué parce qu'il y a toujours cette question d'espace. Tout dépend aussi de ce que vaudra le Rassemblement national sans Marine Le Pen à la tête. Est-ce que c'est Jordan Bardella? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Donc tout ça va se recomposer. Il a du talent, lui. On va avoir quand même sur la droite une recomposition qui va dépasser les simples LR. Ça va aller de LREM jusqu'au Rassemblement national. Et ce soir, c'est aussi le dernier tour de piste. Oui. Ce soir, ce qui était fort dans le discours de Mélenchon, c'est d'abord sa profondeur habituelle, mais c'est le fait qu'il laisse le relais. Il passe le relais aux nouvelles générations. Voilà. Il a dit, on est arrivé à 21, voilà le trésor, voilà. À vous de le faire fructifier. Voilà. Marine Le Pen, c'est son dernier tour de piste. Si Marine Le Pen est battue dans 15 jours, elle laissera la succession. Macron, dernier tour de piste. Macron, dernier tour de piste, parce que sinon, mais c'est passionnant. On rentre quand même dans un moment qui est à la fois pénible, parce qu'on va être obligé, si jamais Emmanuel Macron gagne, pendant 5 ans de se retaper, parce que c'est notre projet, le progrès, la bienveillance, on va tout ce qu'on connaît par cœur. Donc, toujours dans la mesure, François. Ouais, non, mais je détends un peu l'atmosphère, voilà. Mais surtout, ce qui va être complètement fou, c'est toutes les images qui vont bouger autour de cette pensée toujours la même, la bienveillance, le progressisme, voilà, enfin, le truc binaire qu'on connaît par cœur. Il nous reste 4 minutes. Est-ce que Reconquête peut prendre la place du RN? Caroline Pilastre. Comment on peut poser actuellement, cette question? Je pose cette question. S'il fait un parti et qu'il a vraiment 100 000 adhérents, pourquoi pas? Je vous dis, moi, sur le long terme, je le vois rester. Peut-être que je me plante, mais au même titre que vous, on n'est pas Madame Irma. On verra bien s'il y a des alliances avec Marine Le Pen. Je suis désolée, c'est une question de recomposition. Et ce sont les deux, de toute manière, qui sont les plus proches actuellement. Il va certainement pas s'allier avec ce qui reste des LR. Mon sentiment de Reconquête, c'est exactement comme quand La République En Marche a lancé ça. Même moi, je suis encore abonné. Avec un clic, vous abonnez pour 5 €. Donc honnêtement. Ah, vous êtes adhérente à La République En Marche? Non, mais je l'ai été pendant ma vie. J'ai demandé. Non, mais est-ce que vous pourriez m'enlever? Il y a Guillaume Rivalan qui saute à pieds joints. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est de la foutaise. En réalité, c'est des villages Potemkin. Je peux afficher, moi, 200 000 adhérents en un clic. Donc, vous savez, on peut se moquer de la figure des partis. Les partis, ça organise le militantisme. Est-ce que vous avez des militants de terrain? Est-ce que vous avez une organisation des cadres? Eh ben, voilà, moi, je crois que pour le moment, c'est un Potemkin Reconquête. Il veut réagir notre ami Romain Bonne-David. Attendez. Non, juste pour dire qu'il y a quand même un point où Éric Zemmour a réussi, en tout cas qu'il a mis sur la place publique et dans le débat, c'est cette stratégie d'union des droites, et qui va effectivement être très importante, notamment dans le cas des législatives. Et Marine Le Pen elle-même va devoir faire le choix, là, sur le second tour. Est-ce qu'elle donne des gages à cette union des droites alors qu'elle s'est jamais vraiment positionnée à droite, ou qu'elle continue le clivage majeur contre Emmanuel Macron, qui est en gros le peuple contre les élites? Un test, est-ce qu'elle va mettre un candidat Rassemblement national solide face à Éric Ciotti, par exemple, puisqu'Éric Ciotti va être sans doute candidat, il est député sortant. On va voir. Mais Philippe Bilger. Je rejoins en grande partie Caroline. Je crois que Reconquête n'a peut-être pas l'amplitude que Éric Zemmour invoque, mais il ne peut pas laisser en déshérence quelque chose qui représente tout de même un processus qui n'a pas totalement échoué. D'ailleurs, son discours de ce soir était intéressant. Il indique que, évidemment, on n'est pas obligé de le croire, certes, qu'il veut continuer le combat qu'il a mené auparavant, et je crois que Reconquête va rester un peu dans le paysage politique parce qu'il y a un certain nombre de gens qui soutiennent cette cause, d'autant plus peut-être parce qu'elle n'a pas été véritablement convaincante lors de ce premier tour. Guillaume Rivalan, est-ce que Reconquête va rester dans le paysage politique français à votre avis? C'est possible qu'il reste. Après, à quel niveau, j'en sais rien. On peut se poser aussi une question. Est-ce que le cynisme de la famille Le Pen ne va pas jusqu'au fait de créer une division pour appeler après une sorte de rassemblement du Rassemblement national? Vous voyez, on envoie la nièce, on fait pleurer dans les chaumières, et puis finalement, c'est elle qui prend le flambeau et puis elle fusionne avec le RN. C'est une possibilité. Hein, la politique, c'est pas toujours, quelque chose de naïf. Et donc, dans ce cas-là, potentiellement, voilà, une nouvelle marque. Pascal Jalabert. Oui, ça fait partie, en effet, là je suis d'accord, c'est un scénario possible. Après, il faut quand même voir les sociologies des votes. D'après ce qu'on voyait dans vos enquêtes, c'est que quand même la sociologie qui vote Marine Le Pen, c'est un électorat
populaire qu'on retrouve dans les anciens bassins miniers, dans les régions les plus défavorisées. L'électorat d'Éric Zemmour, c'est plutôt un électorat de vieille extrême droite traditionnelle. On ne va pas remonter jusqu'à Charles Maurras, mais enfin, on n'est pas quand même très loin, que l'on trouve plutôt dans des milieux favorisés intellectuels. Donc il va falloir aussi arriver à faire le joint entre ces deux électorats. Aucun des deux n'y est arrivé. Moi, je pense que dans les 2 millions, c'est 2 millions de voix, Éric Zemmour, à peu près 2 200 000, il y en a très peu qui avaient voté Marine Le Pen la dernière fois. Merci à tous. On rappelle les résultats, mon cher Romain Ben David. Je vous donne le résultat du sondage. Vous êtes 67,6% à penser que tous les trois, Zemmour, Hidalgo et Pécresse, ne peuvent pas se remettre de cet échec. Alors Emmanuel Macron, donc on le rappelle, est qualifié pour le second tour avec 28,3% des suffrages exprimés. Devant Marine Le Pen, 23,3%. Jean-Luc Mélenchon, 21,2%. Il est important de signaler que d'autres instituts signalent un score plus serré, mais que Marine Le Pen reste devant. Éric Zemmour, 7,2, Yannick Jadot, 4,8, Valérie Pécresse, 4,8, Jean Lassalle, 3,1, Fabien Roussel, 2,4, Nicolas Dupont-Aignan, 1,9, Anne Hidalgo, 1,7, Philippe Poutou, 0,7, Nathalie Arthaud, 0,6. Merci beaucoup à toutes les vraies voix. Demain, à partir de 5h, Benjamin Glaise, ensuite Patrick Roger, Cécile de Ménibus et émission spéciale chez Valérie Expert.